Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, préparez-vous à plonger au cœur d'un double orage dans Plus belle la vie, encore plus belle. Une enquête glaçante sur une tentative de meurtre en pleine nature et une guerre silencieuse qui couve au commissariat du Mistral. Tout commence par un coup de feu en forêt. Une jeune femme s'effondre, sous les yeux de la juge Colbert, témoin direct d'une scène choquante. L'enquête s'ouvre sur fond de mystère et de cantiques religieux, menant Jean-Paul Boé jusqu'à un couvent reculé. Mais ce drame n'est que la surface d'une affaire bien plus trouble. Qui est vraiment Caroline Vasseur? Et pourquoi quelqu'un voulait-il l'abattre? Pendant ce temps, au commissariat, une autre tension monte. L'arrivée du procureur adjoint Durieux provoque un choc frontal avec Ariane Hersan. Entre froideur, provocation voilée et rancune tenace, la situation s'envenime, jusqu'à risquer l'implosion au sein de l'équipe. Entre secrets enfouis, vengeance et conflit d'autorité. Cet épisode marque un tournant captivant. Restez bien avec nous, car ce qui suit pourrait tout faire basculer. Depuis quelque temps dans Plus belle la vie, encore plus belle, une nouvelle figure judiciaire a fait son entrée au commissariat du Mistral, le procureur adjoint Durieux. Son arrivée ne passe pas inaperçue, et pour cause. Sa première interaction avec Ariane a été un véritable fiasco. Lors de leur première rencontre professionnelle, Durieux a tout simplement ignoré Ariane, l'ignorant délibérément comme si elle n'existait pas. Un affront que la policière a très mal vécu. Frustrée, blessée dans sa dignité et sa légitimité, Ariane a décidé de ne pas laisser passer cet affront. Elle a donc pris sur elle et a directement confronté le nouveau procureur adjoint. Face à cette réaction franche, Durieux a fini par reconnaître son erreur et s'est excusé. Mais depuis cet échange tendu, un malaise persistant s'est installé. Le comportement de Durieux à l'égard d'Ariane a radicalement changé. Mais pas dans le bon sens. Il adopte désormais une attitude étrange, à la limite de l'ambiguïté, oscillant entre froideur distante et petites remarques à double sens. Ce changement brusque laisse planer un doute, cherche-t-il à se racheter sincèrement ou joue-t-il un jeu plus trouble? Ariane, de son côté, reste sur ses gardes, bien décidée à ne pas se laisser intimider ni manipuler. Une tension palpable s'installe au cœur du commissariat, et ce n'est probablement que le début. Alors qu'elle s'accorde une pause bien-être en pleine nature, la juge Colbert se retrouve brusquement plongée dans un cauchemar. Partie faire son footing matinal dans les sous-bois, elle profite du calme et de la fraîcheur quand soudain, une détonation violente retentit, brisant le silence. Instinctivement, elle se retourne et aperçoit, à quelques mètres d'elle, une jeune femme qui s'effondre au sol, visiblement touchée par balle. Sans perdre une seconde, Colbert court à son secours. Malgré le choc, elle garde son sang-froid. Elle vérifie ses constantes vitales et entreprend aussitôt un massage cardiaque, dans une tentative désespérée de maintenir la victime en vie. Dans le même temps, elle compose le numéro des secours et donne leur position précise, suppliant qu'une équipe intervienne au plus vite. Cette scène dramatique marque un tournant pour la magistrate, qui échappe de peu à un danger dont elle n'était probablement pas la cible, mais qui pourrait bien la rattraper. Aussitôt alertés, Jean-Paul et Charlotte de la police technique et scientifique se rendent sur les lieux du drame, déterminés à récolter les premiers éléments d'enquête. La zone est rapidement sécurisée pendant que les techniciens s'affairent à inspecter chaque recoin. La juge Colbert, encore sous le choc mais lucide, partage un détail qui pourrait s'avérer crucial. Juste après la détonation, elle a distinctement entendu le bruit d'un véhicule démarrant en trombe, laissant penser à une fuite précipitée. Cette information oriente immédiatement les soupçons vers une possible attaque préméditée, avec une fuite organisée du ou des tireurs. Pendant ce temps, les policiers découvrent un objet personnel parmi les affaires de la victime, un lecteur MP3. L'appareil est intact et pourrait contenir des indices décisifs. Playlist, enregistrement, fichier audio, chaque donnée est potentiellement précieuse pour comprendre l'identité de la jeune femme, ses habitudes, ou les circonstances qui l'ont menée à cet endroit au moment du tir. L'enquête ne fait que commencer, mais déjà, elle prend une tournure aussi mystérieuse qu'inquiétante. De retour au commissariat du Mistral, Jean-Paul et Ariane passent à la vitesse supérieure.
Déterminé à percer le mystère autour de la jeune femme blessée, il décide d'exploiter le contenu du MP3 retrouvé sur les lieux. Une analyse minutieuse s'engage, et très vite. Un élément retient leur attention, les morceaux enregistrés sur l'appareil ne sont pas des musiques populaires ou des podcasts, mais des chants religieux. Principalement des cantiques et des psaumes chantés. Ce détail interpelle aussitôt les deux policiers. Poussant leur raisonnement plus loin, ils croisent cette découverte avec l'étude de la carte des environs. Et là, une autre pièce du puzzle s'ajuste, à quelques kilomètres à peine du lieu où la victime a été retrouvée. Un couvent figure sur le plan. L'endroit est isolé, discret, et parfaitement accessible à pied depuis les sous-bois. Cette coïncidence soulève une question capitale. La jeune femme touchée par balle pourrait-elle être une religieuse ? Jean-Paul et Ariane envisagent dès lors une nouvelle piste, bien plus singulière que prévu. S'agit-il d'un acte ciblé ? D'un règlement de compte au sein d'un lieu qu'on imagine à l'abri de toute violence ? Ou la victime s'était-elle enfuie de la communauté religieuse ? Les hypothèses s'accumulent. Et l'enquête prend un tournant aussi inattendu qu'intrigant. Dans le courant de la journée, Jean-Paul Boé décide de se rendre directement au couvent repéré sur la carte, espérant obtenir des informations sur l'identité de la victime. L'atmosphère y est paisible, presque figée, en contraste total avec le drame survenu quelques heures plus tôt. Sur place, il est accueilli par une sœur, visiblement bouleversée en apprenant la nouvelle. Dès que Jean-Paul lui décrit la jeune femme blessée, la religieuse blanchit et murmure un nom, Caroline Vasseur. Elle confirme aussitôt l'identité de la victime. Caroline a 24 ans, et elle est entrée au couvent il y a environ un an. Discrète, réservée, mais profondément engagée dans sa vocation. Elle était très appréciée par la communauté. La sœur ajoute un détail capital, chaque matin, Caroline avait l'habitude d'aller courir seule dans les sous-bois alentours. Un rituel auquel elle ne dérogeait jamais, même par mauvais temps. Une routine connue de toutes les sœurs, et peut-être aussi de quelqu'un d'autre. Cette révélation vient renforcer l'hypothèse d'un acte ciblé. Caroline aurait-elle été suivie ? Menacée ? Était-elle en conflit avec quelqu'un à l'extérieur, ou au sein même du couvent ? Pour Boé, les questions se multiplient, et ce qui paraissait au départ comme un simple accident ou une balle perdue s'annonce désormais comme le point de départ d'une affaire bien plus complexe. Poursuivant la discussion dans le calme feutré du couvent, la sœur confie à Jean-Paul un portrait plus intime de Caroline. Selon elle, la jeune femme est d'une nature profondément discrète, presque effacée, mais toujours bienveillante et investie dans la vie communautaire. Elle a grandi dans une famille croyante, ce qui explique peut-être la force de sa foi et son engagement religieux. Cependant, un détail trouble Boé. Malgré sa présence depuis près d'un an au couvent, Caroline n'a jamais évoqué sa vie d'avant. Aucun mot sur ses parents, ses amis, ni sur ce qui l'a poussée à entrer dans les ordres. Cette réserve constante, presque murée, intrigue. Pour une femme aussi jeune, ce silence laisse supposer un passé chargé, ou peut-être une volonté d'effacer une vie antérieure. Ces zones d'ombre font naître une hypothèse dans l'esprit du policier. Et si la tentative de meurtre n'était pas un hasard ? Si le tireur n'était autre qu'une personne issue du passé de Caroline ? Quelqu'un qu'elle aurait tenté de fuir ou d'oublier en se retirant dans ce lieu de paix. Désormais, Jean-Paul sait qu'il va devoir creuser dans cette partie inconnue de la vie de la jeune femme. Retrouver ses origines, ses fréquentations, et ce qu'elle cherchait à fuir. L'enquête entre dans une phase délicate, où le passé et le présent risquent de s'entrechoquer violemment. De retour au commissariat du Mistral, Jean-Paul Boé organise une réunion pour faire le point sur les derniers éléments de l'enquête. Autour de la table, Patrick Nebout, Ariane Hersan et Durieux. Le tout nouveau procureur adjoint, récemment arrivé au sein de l'équipe. Dès les premières minutes, la tension est palpable. Boé expose les faits, l'identité de la victime est confirmée. Il s'agit de Caroline Vasseur, une jeune femme de 24 ans, membre d'un couvent voisin. La piste d'un tir volontaire est désormais privilégiée. Et le mystère qui entoure le passé de Caroline intrigue tous les enquêteurs. Boé évoque la possibilité que l'agresseur soit une personne liée à sa vie d'avant, encore totalement inconnue à ce stade.
Mais tandis que l'attention devrait se concentrer sur les investigations, une autre tension se manifeste dans la pièce. À la fin de la réunion, Durieux, dans un geste qu'il veut cordial, tend la main vers Ariane. Une manière de clore l'échange sur une note apaisée. Mais la brigadière ne lui adresse pas un regard, ne bouge pas, et reste figée, les bras croisés. Un silence gênant s'installe. L'atmosphère se crispe. Durieux, déstabilisé, retire sa main, visiblement contrarié, mais tente de garder contenance. Patrick, témoin de la scène, jette un regard appuyé à Ariane, qui reste imperturbable. Ce simple geste, ou plutôt son absence, en dit long sur la fracture toujours vive entre les deux. Une fracture que les tensions de l'enquête risquent encore d'exacerber. Lorsque la réunion est terminée et que Durieux quitte la pièce, Ariane reste un moment en retrait, visiblement tendue. Patrick s'approche d'elle, sentant que la situation ne peut pas rester en l'état. Dès qu'ils sont seuls, Ariane laisse enfin tomber le masque. D'un ton sec, elle lâche. Il s'est mal comporté avec moi. Son regard est dur, c'est très fermé. Elle ne digère toujours pas la manière dont Durieux l'a ignoré lors de leur première rencontre. Et encore moins son comportement étrange depuis. Pour elle, l'attitude du nouveau procureur n'est pas juste une maladresse, c'est un manque de respect flagrant. Mais Patrick, en vieux routier du commissariat, coupe court. Il soupire et lui annonce, un brin désabusé. Je te préviens, Durieux est déjà venu se plaindre de toi. Ariane accuse le coup. Elle comprend que l'affaire a déjà dépassé le simple cadre personnel. Patrick, avec son calme habituel, la met en garde. Je sais que tu as ton caractère, mais là, il faut que tu te calmes. Fais profil bas. On n'a pas besoin d'un conflit ouvert avec le procureur. La recommandation est claire. Patrick ne prend pas parti, mais il attend d'elle une attitude professionnelle. Reste à savoir si Ariane, blessée dans son orgueil et peu encline à se laisser dicter sa conduite, est prête à ravaler sa colère. Va-t-elle suivre les conseils de son supérieur et se montrer diplomate? Ou risquera-t-elle de provoquer une escalade avec Durieux, quitte à compromettre sa place au sein du commissariat? La suite nous dira si Ariane choisit la raison, ou l'instinct. En début de soirée, déterminée à ne pas en rester là, Ariane poursuit discrètement ses recherches sur Caroline Vasseur. Elle fouille les bases de données, interroge quelques contacts, cherche à comprendre ce que cache le passé mystérieux de la jeune religieuse. Malgré les tensions au commissariat, son instinct de flic reste intact, aiguisé par cette affaire qui ne colle pas. Alors qu'elle est plongée dans ses investigations, Charlotte de la police technique et scientifique fait irruption dans le bureau, visiblement agitée, mais cette fois pour une bonne raison. Elle brandit un sachet contenant une douille qu'elle vient de retrouver après un second passage sur les lieux de la fusillade. Une pièce à conviction essentielle, passée inaperçue jusque-là. Mais la vraie révélation vient ensuite. Charlotte explique à Ariane qu'en recoupant la trajectoire de la balle, la position exacte du tireur et l'angle d'impact sur la victime. Un détail capital a émergé, la balle ne visait pas Caroline. La trajectoire démontre avec précision que la cible n'était autre que la juge Colbert elle-même. Un choc. Ariane reste figée quelques secondes. Tout prend soudain un nouveau sens. Caroline s'est retrouvée entre le tireur et la véritable cible par pur hasard. Victime collatérale d'un tir destiné à une haute figure de la justice. La donne change totalement. Ce n'est plus une affaire isolée, ni une vengeance personnelle contre une religieuse. C'est une tentative d'assassinat contre une magistrate. Un crime grave, prémédité, qui risque de faire trembler jusqu'aux plus hautes sphères du palais de justice. Et maintenant? Il va falloir comprendre qui en voulait à la juge Colbert, et pourquoi. Et voilà, cette affaire ne fait que commencer, mais déjà, les tensions explosent de toutes parts. D'un côté, une enquête aux allures de thriller religieux qui plonge le Mistral dans l'ombre d'un passé enfoui. De l'autre, une fracture de plus en plus visible entre Ariane et le procureur Durieux, qui menace l'équilibre même de l'équipe. Entre révélations troublantes, rancune personnelle et soupçons d'un ennemi invisible, la suite promet d'être haletante. Qui est vraiment Caroline Vasseur? Que cache-t-elle? Et jusqu'où Ariane est-elle prête à aller pour défendre sa dignité?
Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé ce décryptage, pensez à liker, commenter et vous abonner pour ne rien rater des prochains épisodes et rebondissements de Plus belle la vie, encore plus belle. À très vite pour une nouvelle plongée au cœur des mystères du Mistral.